merci à tous. We are opening the game. Vous allez voir qu'on va vraiment le faire, puisqu'on a l'immense plaisir d'accueillir Guillaume. Alors Guillaume Martinetti, bienvenue dans ce summit sur la data collaboration. Donc c'est un grand plaisir de vous recevoir et d'être à vos côtés. Alors, vous êtes responsable Data et Analytics au comité d'organisation d'un événement quand même assez incroyable pour tous ceux en particulier qui sont français, parisiens, puisque ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, déjà l'année prochaine. Le temps passe vite. Alors, vous avez toujours évolué dans la data, dans le transport, à la RATP, chez Sistra, et puis vous êtes intéressé à la data dans votre domaine de passion qui est le sport, et là vous avez été à l'Agence nationale du sport et puis finalement quoi de mieux que les Jeux Olympiques et Paralympiques quand ils se passent à Paris et qu'on est comme vous passionné par le sport et la data. Alors c'est, j'en suis vraiment convaincue, un privilège et puis également un grand plaisir pour chacun d'entre nous de comprendre en quoi la data est importante et quelle est votre vision dans le cadre des Jeux de 2024. Un immense merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer, alors à la fin, vous pourrez poser des questions, donc n'hésitez pas si vous en avez, mais on va déjà s'intéresser, donc Paris 2024, c'est un événement unique à plein d'égards. D'un point de vue data, il est unique en quoi ? Bon, bonjour à tous déjà, merci encore pour l'invitation. Effectivement, avant de parler du rôle de la data à proprement parler dans l'organisation des Jeux, je pense qu'il est important de rappeler un peu en quoi les Jeux sont uniques et quel est le contexte spécifique à l'organisation des Jeux. Donc, on a préparé une petite vidéo qui vous montre certains des grands sites iconiques dans lesquels l'événement va avoir lieu. Ce qu'il faut retenir déjà, de façon générale, c'est que les Jeux Olympiques, c'est le plus grand événement mondial en période de paix. Donc déjà, ça pose le décor. Ensuite, en termes de chiffres, déjà d'un point de vue sportif, les Jeux Olympiques réuniront plus de 15 000 athlètes en compétition dans 28 sports olympiques, plus 4 nouveaux sports olympiques, 22 sports paralympiques. En plus des athlètes, les Jeux réuniront environ 16 millions de visiteurs sur le territoire français. Ils attireront également de nombreux journalistes, de nombreux officiels, de nombreux bénévoles sur lesquels on s'appuie pour l'organisation des Jeux. Le budget des Jeux Olympiques aussi, c'est quelque chose qui est hors norme, puisque c'est un budget d'environ 4 milliards d'euros. Rapporté à la durée de l'événement, c'est énorme. Un tiers de ce budget venant de la billetterie. On a pour objectif, comme vous le voyez à l'écran, de vendre plus de 13 millions de billets. Donc c'est un enjeu commercial, un challenge commercial qui est énorme. À titre de comparaison, la Coupe du Monde de football, c'est seulement 3 millions de billets. Donc on est sur des échelles incroyables. Le comité d'organisation lui-même aussi présente un contexte très particulier. Donc c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2017, qui a pour vocation donc d'organiser et de livrer les Jeux à la suite de la phase de candidature. Moi, j'ai rejoint le comité en 2021. J'étais à peu près le 500e employé et on sera 4000 en 2024. Donc ça vous donne un peu montre un peu quelle sera la croissance à venir dans les mois qui viennent. Il y a un vrai enjeu d'intégration de tous ces effectifs. Pour la première fois de l'histoire, on a décidé de créer un véritable pôle data, on va en parler juste après. Mais de façon générale, dans l'événementiel sportif, il y a une acculturation à la data qui est assez faible. On ne peut pas ou quasiment pas bénéficier de l'expérience de comités précédents sur ces sujets. Donc on part vraiment from scratch à l'aventure. Les jeux vont générer de nombreuses données. C'est un terrain de jeu qui est super intéressant. Mais par contre, il va falloir tout inventer. Il faut tout inventer pour réussir à exploiter ces données. Alors on l'a vu, les chiffres sont quand même super impressionnants et surtout sur des timings aussi réduits. Je pense qu'il y a des gens dans cette salle qui brassent de très gros volumes de données, mais là il y a un côté effectivement complètement hors norme.
La data, on l'entend, il y a un vrai rôle clé dans ces jeux. Pourquoi? Racontez-nous. Vous l'avez compris, hein, les jeux vont générer des milliards de données associées notamment aux fans, aux spectateurs, aux visiteurs. Et on est convaincu que ces données peuvent améliorer l'organisation des jeux sur 3 axes. Donc le premier, comme vous voyez à l'écran, c'est la performance commerciale. On pense que toutes ces données vont nous permettre notamment d'optimiser nos campagnes marketing, mieux les cibler au service par exemple de la billetterie, qui est un grand enjeu pour réussir à vendre des places pour certains sports qu'on aurait du mal à écouler. La donnée va nous permettre d'analyser les ventes, d'optimiser notre stratégie e-commerce, un peu de pricing. Elle va permettre aussi d'améliorer la relation avec nos partenaires. Donc ça, c'est le premier axe, la performance commerciale. Le deuxième axe, c'est l'expérience spectateur. On veut vraiment que ces jeux soient uniques et mémorables pour tous les spectateurs, pour tous les visiteurs qui viendront en France en 2024. Donc on va essayer de développer des expériences, des fonctionnalités basées sur la donnée, notamment au travers d'une application mobile spectateur qui sortira en avril 2024. On est en train de développer des fonctionnalités basées sur la donnée en fonction du billet acheté, par exemple, pour vous donner des informations ou des statistiques en fonction du sport auquel vous assistez, ou des informations sur les transports pour optimiser l'accès ou la sortie du stade. Et le troisième axe, c'est la livraison opérationnelle, vraiment la livraison concrète sur le terrain de l'événement. Et là aussi, on est persuadé que la data pourra aider à dimensionner en amont des jeux, de nombreux services comme le transport, la sécurité, sur lesquels vous en doutez, il y a des enjeux énormes. Et la data va aussi permettre de monitorer ces services pendant les jeux en temps réel pour essayer de les adapter ou d'anticiper certaines situations de crise sur le terrain. Alors, pour atteindre ces objectifs, on va essayer de mettre en place les grandes actions que vous voyez à l'écran. La première, ça va être de collecter le maximum de données en lien avec nos fans, nos spectateurs et nos clients. Comme je vous disais, il n'y a aucun héritage ou presque des jeux précédents, donc on part de zéro, on y reviendra un peu après. Hein. La première initiative qu'on a lancée pour commencer à en baser un maximum de fans, c'est le Club Paris 2024, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une sorte de communauté de fans des jeux qui permet de vivre des expériences de l'intérieur et d'accéder à des ventes en avant-première. On espère à terme pouvoir atteindre un volume d'environ 10 millions de contacts dans notre base d'ici 2024. La deuxième grande action, c'est la mise en place d'un ce qu'on appelle un centre d'analyse de données, donc la production d'analyse au service des différentes directions de Paris 2024. On se positionne vraiment en support pour produire des analyses ou des reportings pour aider les autres directions. La troisième action, c'est le travail avec les partenaires. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les partenaires, ils sont clés puisque le partenariat, ça représente aussi un tiers du budget des jeux. Et on est persuadé que la data permet de mieux valoriser ces partenaires, soit attirer des partenaires en amont, soit les aider à activer leur action marketing une fois le partenariat signé. La quatrième action, c'est les échanges, la collaboration avec le CIO. On n'en a pas parlé beaucoup aussi, le CIO. Ils ont un rôle important puisqu'ils financent une partie des jeux, mais en contrepartie, ils sont propriétaires de la donnée. Donc on est un peu contraint en termes d'architecture, on se doit d'échanger des données avec eux pour leur propre action marketing. Le cinquième axe, c'est l'axe RGPD, hein, c'est un point sur lequel on est très attentif, on veille au respect des réglementations en vigueur. Notamment parce qu'on est très exposé médiatiquement. La CNIL est quasiment dans nos bureaux tous les jours. Donc on fait un travail scrupuleux sur tous les consentements, sur les lieux de stockage des données, etc. La dernière action, c'est l'héritage. On va en parler un peu après, mais on souhaite vraiment que tout ce qu'on fait, toutes ces données qu'on collecte, ces outils qu'on développe, servent au-delà des jeux. Et donc c'est un travail qu'on prépare dès maintenant. Merci beaucoup parce qu'effectivement, hein, cette notion de pérennité, c'est très nouveau. On va en parler. Alors, vous le disiez, vous accueillez très régulièrement la CNIL. Et au-delà de ça, vous avez mis en place quelle organisation finalement autour de la data pour gérer ce volume dans un temps très réduit en fait. Hein, c'est une espèce d'énorme start-up à durée déterminée. C'est quand même très particulier. Donc, comment vous êtes organisé pour gérer ça ?
sur ce point, j'ai envie de dire qu'on a une organisation, un organigramme assez classique. Donc moi, j'appartiens à la direction digital, data et CRM, dans laquelle il y a 3 pôles. Un pôle donc, digital qui s'occupe de tout ce qui est plateforme, site web, application mobile. Un pôle CRM qui s'occupe donc du CRM, et un pôle data dont j'ai la responsabilité. On s'inscrit vraiment en support de toutes les autres directions, comme un genre de centre de service interne. On a un effectif assez réduit, puisqu'aujourd'hui on n'est qu'une vingtaine à la direction digitale, donc on est petit à côté des grosses directions opérationnelles, mais encore une fois, c'est déjà une prouesse d'avoir réussi à mettre ça en place dans un comité d'organisation des Jeux Olympiques. Sur la data, moi j'ai quelques data analystes en salariés propres, mais du fait qu'on est une structure éphémère, on est assez limité en termes de recrutement, on comprend bien. Donc on travaille surtout avec de nombreux prestataires externes sur les parties stratégie, préparation de la donnée et analyse. Sachant que la structure, j'anticipe des questions, la structure va être dissoute après 2024, donc tous les salariés vont être licenciés. Aujourd'hui, je suis en CDI, mais je connais la règle du jeu. En fin 2024, il faudra que je recherche un autre boulot. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que toute la partie plus architecture technique et gérée côté direction de la technologie, direction de l'IT, avec qui forcément on collabore de façon proche. Et au-delà de l'organisation humaine, au niveau écosystème technologique, en termes de flux de données, d'outils, vous avez mis quoi en place? Parce qu'il y a d'énormes volumétries, donc il faut quand même beaucoup de robustesse. Oui, effectivement. Donc, comme je disais, on est parti de zéro il y a quelques années. Donc, il a fallu faire preuve de beaucoup de pragmatisme et d'efficacité pour monter une architecture data efficace et suffisamment solide pour encaisser tous les volumes donnés à venir jusqu'en 2024. Donc, notre objectif, comme vous voyez sur le diagramme ici, qui schématise un peu la vie de nos données, ça a été de créer une sorte de fan data hub qui collecte toutes les données qui viennent de nos plateformes et de nos sites web. Donc, par exemple, les données qui viennent de notre site institutionnel, du site du club, Paris 2024, dont je parlais juste avant, de toutes les plateformes e-commerce, ticketing, hospitalité, produits dérivés, de la plateforme volontaire, des données qui viennent aussi, on collecte aussi les données qui viennent des réseaux sociaux, puisqu'on a une forte activité sur les réseaux sociaux. Et toutes ces données donc, sont centralisées dans notre data hub, qui est découpé en 2 parties. Donc, sur la gauche, la partie CRM, on s'appuie sur l'outil Salesforce, en plus particulièrement sur les 2 briques Service Cloud et Marketing Cloud. Salesforce étant partenaire officiel des Jeux Olympiques, on n'a pas trop le choix. Et donc, Salesforce, c'est aussi une contrainte dont je n'ai pas beaucoup parlé, en plus des marchés publics. Le fait d'avoir des partenaires qui apportent de l'argent, en contrepartie, nous oblige souvent à travailler avec eux. Donc, Salesforce, l'outil CRM, permet, avec l'aide de Numberly d'ailleurs, sur la partie Marketing Cloud, d'activer ces données pour envoyer des communications ciblées avant et pendant les jeux, avec des enjeux de précision et de réactivité pendant les jeux qui sont clés pour être sûr d'envoyer la bonne information au bon public, puisque ça peut avoir des conséquences très importantes sur le déroulement terrain. Donc ça, c'est la partie de gauche, la partie CRM. Et à droite, on a une partie plus analytics et reporting, qui est basée sur un data warehouse Google Cloud Platform et des outils BI. Donc on utilise différents outils, un report, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit outil très orienté marketing, et surtout Power BI et un peu Tableau, puisque Tableau fait partie de Salesforce maintenant. Et donc cette partie plutôt data analyse nous permet de produire et diffuser des analyses sur différents sujets. Par exemple, analyser l'activité sur les réseaux sociaux, les posts les plus vus, quelle est la notoriété, le sentiment autour de la marque Paris 2024. Permet d'analyser le comportement également sur nos différentes plateformes, les pages les plus vues, d'analyser notre stratégie e-commerce, quels sont les produits les plus vendus, achetés par qui. Permet aussi d'analyser le profil socio-démographique des acheteurs, etc. Donc aujourd'hui, on a un vrai centre d'analyse qui permet de répondre à des questions très transversales en croisant les différentes sources de données et au service des FA. Des FA, les functional areas, donc les directions de Paris 2024. Et au-delà donc de ces différentes sources internes,
c'est quoi les typologies d'échange finalement de données. On est là pour parler de collaboration. Alors, c'est vrai qu'en termes de data collaboration, déjà, il faut collaborer en interne, hein, et on se rend compte, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein, il faut commencer à collaborer avec soi-même. Mais on peut aussi collaborer avec d'autres. Et parfois, c'est plus facile d'ailleurs de collaborer avec d'autres. Hein, donc, bon, ça nous arrive souvent de voir ça chez nos clients. C'est assez amusant. Et alors, avec des acteurs externes, comment ça se passe ? Alors, les acteurs externes, donc le premier grand acteur externe avec qui on collabore, c'est le CIO, j'en ai déjà parlé, vous le voyez un peu sur l'écran, hein, ils ont leur propre écosystème, chez AWS d'ailleurs, où ils commencent à collecter des données venant des Olympiades précédentes. Donc, il y a quelques échanges de données qui se mettent en place, par exemple pour recueillir les données des fans des Olympiades précédentes. Bon, à Tokyo, il n'y a pas eu de spectateurs à cause du Covid, donc malheureusement, il n'y a pas grand-chose à récupérer. Mais il y a eu Rio et même encore quelques données de Londres. Donc ça, c'est notre acteur principal avec qui on collabore. Ensuite, on essaie de mettre en place des collaborations avec nos partenaires aussi en priorité. Donc on discute avec certains partenaires type retail pour de l'échange anonymisé ou pour essayer de collecter des données de préférence sportive associées à des profils sociodémographiques. On travaille aussi avec certains partenaires pour récupérer des données plus en lien avec les opérations. Alors je peux citer un exemple, on travaille avec le partenaire Orange autour d'un outil qui s'appelle Fluvision qui permet d'analyser les données des traces téléphoniques. C'est un outil donc, qui, à partir de certaines hypothèses et de redressement, permet de mesurer la fréquentation, l'influence sur certaines zones dans les villes autour des stades. Et donc, il s'agit donc de données anonymisées, mais qui nous permettent soit en amont, a posteriori, en analysant ces données sur des événements similaires à ceux qu'on va mettre en place pendant les Jeux, d'avoir un peu des insights sur les comportements, les flux de visiteurs ou sur le profil des visiteurs qui viendraient pendant les Jeux Olympiques. C'est un outil qu'on pourra aussi utiliser, on l'espère, en temps réel pendant les Jeux pour pouvoir monitorer les flux et peut-être anticiper certaines actions si on voit qu'il y a des engorgements. Je pense que vous vous rappelez de cet épisode au Stade de France il y a presque un an maintenant pour la finale de Ligue des Champions. Voilà, avec ce type d'outils, ça nous permet en théorie, on l'espère, de pouvoir mieux anticiper ces mouvements de foule, surtout dans un contexte JO qu'on peut pas, encore une fois, qu'on peut pas tester. Hein. On est dans le build et jamais dans le run. C'est vraiment ça notre particularité. Complètement, c'est un CRM à plusieurs étapes, c'est ce qui en fait son charme. Un peu sa complexité aussi, hein. C'est pas du tout classique, je pense que c'est une aventure à tous les niveaux, data, opérationnel, CRM. J'ai oublié juste un petit point, je me permets, excuse-moi. On souhaite également ouvrir au maximum nos données. Un des slogans des Jeux, c'est Open Wide the Games, donc on aimerait aussi que ça concerne la data. Donc on travaille sur la mise en place d'une plateforme type Open Data, pour partager certaines données clés concernant les jeux, comme les sites de compétition, le tracé de certaines épreuves, pour être sûr que d'autres acteurs extérieurs réutilisent les bonnes données, partagent des informations fiables, une genre de single source of truth, si on veut d'eux. Donc ça, c'est notre prochain défi jusqu'en 2024. Merci, c'est une précision super importante, parce qu'effectivement, c'est un des points très importants dans la data collaboration, cette source véridique de données qui permet à un écosystème finalement d'optimiser la performance globale et on va sûrement en avoir besoin d'optimisation en particulier pour ce qui concerne la gestion du trafic. Vous l'avez un peu abordé au début, mais finalement ces données après les Jeux, elles vont devenir quoi exactement ? Donc, comme je disais, effectivement, un de nos grands engagements, et ça concerne tout le COJO, c'est être sûr que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place serve au-delà des Jeux Olympiques. Ça a été des reproches, des critiques faites à des Olympiades dans le passé. On a tous en tête des images d'infrastructures, de sites à l'abandon. Et nous, on aimerait que cet aspect héritage réussi concerne également la data. Donc, on travaille notamment avec le mouvement sportif français,
pour les préparer à récupérer nos données d'un point de vue humain et d'un point de vue technique. On a déjà prévu aujourd'hui un opt-in qui concerne le CNOSF pour autoriser, avoir récupéré l'autorisation de transmettre certaines données au CNOSF. Et on travaille avec le CNOSF sur les cas d'usage potentiels de nos données dès à présent, puisque après les jeux, on risque d'être un peu fatigué, donc on essaie d'anticiper. Donc on travaille sur de nombreux cas d'usage. On est persuadé aujourd'hui que cette base de données de fans qu'on constitue pourra aider à plusieurs choses. Peut-être préfigurer pour la première fois en France une base unique de licenciés des différentes fédérations. Aujourd'hui, chaque fédération a encore des bases cloisonnées. Ça pourrait permettre aussi au mouvement sportif français de connaître l'appétence des gens à faire du bénévolat pour améliorer l'organisation des événements sportifs. Ça pourrait également servir toutes les actions marketing que souhaitent mettre en place les fédérations. Parfois, elles souhaitent développer des boutiques. Donc, on a déjà des bases de fans avec des appétences par sport. Donc voilà, on travaille un peu sur tous ces sujets pour s'assurer que notre donnée soit correctement transmise et utilisée et ne disparaisse pas dans la nature du jour au lendemain. Merci. Je trouve que cette notion d'héritage, de durabilité, elle est quand même importante. Et effectivement, moi, je suis assez fière que les Jeux organisés à Paris aient cette conscience-là, disons-le comme ça. Et si on le regarde sous un autre prisme, finalement, cette data, comment elle peut aussi contribuer à rendre les Jeux plus green ou plus responsables de manière générale ? Donc ça, c'est aussi effectivement un autre enjeu, un grand engagement du COJO, hein, c'est de faire les jeux les plus verts possibles. Et la data peut y contribuer. Je peux citer quelques exemples. Déjà, la data peut aider à inciter les spectateurs à prendre les transports en commun le plus possible, puisque le poste transport, c'est un poste émetteur, un des principaux postes émetteurs de l'organisation. On travaille beaucoup avec Île-de-France Mobilité, qui développe un modèle de prévision de trafic qui permet de mettre en place un plan de transport optimisé pendant les Jeux Olympiques. Donc, on a mis en place un système d'échange de données pour qu'ils calibrent au mieux leur modèle en fonction des profils des spectateurs qui sortent des données de la billetterie. Donc ça, c'est un premier point. Dans notre application mobile, on a prévu également un lien vers l'application Île-de-France Mobilité pour que automatiquement les gens, en fonction du billet qu'ils ont acheté, aient un itinéraire de transport optimisé avec les lignes qui leur permettent de venir de façon le plus efficace sur le site de compétition. On utilise également la data pour anticiper et mesurer l'impact carbone, le bilan carbone des Jeux. Puisque c'est un axe de communication, une promesse qui a été faite dès la candidature. Donc voilà, encore une fois, la data, à la fois sur l'aspect mesure carbone, incitation au transport, incitation aux bonnes pratiques green. Un autre exemple pour terminer, je me permets, tout ce qui est aussi gestion des stocks pour les stands de nourriture. Hein, les Jeux Olympiques vont générer énormément de matériel en lien avec la nourriture et les boissons sur les différents sites de compétition. Une analyse de la donnée fine va permettre d'optimiser ces stocks, sans rentrer dans la caricature, mais en fonction des nationalités des spectateurs qui ont prévu de venir sur les compétitions. On ne va pas prévoir exactement la même nourriture, et cette optimisation va nous permettre de s'assurer que les stocks seront minimisés à la fin de la compétition. Merci, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois qu'il nous reste quelques minutes. Une toute petite minute. Oui. J'avais une question rapide, mais j'ai peut-être raté l'info. On sait quand vous allez finir, à peu près. Quand c'est que vous avez commencé tout ça? Alors j'ai commencé à l'été 2021, donc il y a à peu près 2 ans, et le comité a été créé en 2017. Ok, merci. Mais pour participer un peu à l'aventure en tant que prestataire, ça s'accélère quand même sensiblement. Hein, voilà, oui. Petite séance d'échauffement et là on sent qu'on rentre dans le dur. Hein. J'avais une petite question concernant ce que tu viens de mentionner par rapport au stock de nourriture. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est optimisable en temps réel? C'est-à-dire que tu analyses la donnée à la journée et tu t'adaptes du jour au lendemain, entre guillemets,
Ouais, c'est une bonne question, merci. Effectivement, les contraintes terrain font que l'adaptation au temps réel, que ce soit sur cette question food and beverage, mais aussi sur les transports, la sécurité, les marges de manœuvre sont très faibles. L'enjeu se situe plutôt sur la planification amont. On ne peut pas du jour au lendemain revoir en détail la réaffectation des stocks, comme la réaffectation des agents de sécurité. Donc le travail est plutôt maintenant qu'en temps réel. Merci. J'ai une toute petite question de curiosité. Je suis juste là. Vous avez beaucoup parlé de l'expérience de toutes les personnes qui vont être là, des spectateurs. Est-ce que les sujets de Web3, de Metaverse, etc. ont été intégrés dans, disons, la contribution à l'expérience spectateur ? Ouais, bonne question, merci. Bon, effectivement, on y a pensé, hein, c'est sûr. C'est arrivé un peu tard et surtout, le Comité international olympique, qui a la priorité sur tous ces sujets, a senti le filon et s'est approprié le sujet et nous laisse très peu de marge de manœuvre sur ces sujets où il y a des grands enjeux marketing économique, comme vous le savez. Donc malheureusement pour les Jeux, en tout cas au niveau du comité Paris 24, il y a rien ou presque qui sera fait sur ces sujets et peut-être quelques initiatives lancées par le comité international olympique. Merci. Une dernière question et ensuite nous allons laisser la parole. Oui, bonjour. Certains retailers, en fait, particulièrement présents dans Paris ou les grands sites olympiques, nous remontent pas mal d'enjeux sur l'approvisionnement, en fait, justement, de leurs sites marchands. Est-ce que la data peut aider à ça ? Est-ce que vous abordez ces sujets-là ? Alors, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille plutôt sur les transports et les flux de spectateurs, mais il y a un département effectivement logistique au sein du comité qui traite tous ces sujets de logistique en lien aussi avec les retailers, qui soient officiels Paris 24 ou retailers déjà existants. Donc effectivement, la data peut y contribuer. Après, comme je vous l'ai dit, notre focus aujourd'hui, il est avant tout sur les spectateurs, vraiment les données B2C. Et malheureusement, il va falloir qu'on choisisse nos combats et être pragmatique. Donc on va essayer d'y contribuer, mais c'est pas le sujet principal aujourd'hui. Un immense merci Guillaume, un immense merci à tous pour vos questions. Merci. Merci.